Donc les images que vous venez de voir sont prises par plusieurs caméras GoPro accrochées aux chaînes d'un chalutier. Et ce film, donc, dont vous venez de voir 3 minutes à peu près, a été distribué dans les salles françaises et américaines, et européennes aussi d'ailleurs, comme un documentaire. Alors, plus qu'un documentaire, Léviathan, donc, c'est, comme vous l'avez vu, à la fois un objet plastique et visuel singulier, un film qu'on pourrait qualifier d'expérimental, en tout cas il y a des similarités avec le cinéma expérimental, et éventuellement aussi une sorte de performance de musique noise préenregistrée. Il a été conçu par deux anthropologues du Sensory Ethnography Lab de l'université d'Harvard. Il a été conçu contre les conventions du cinéma documentaire. Les deux auteurs, que sont Lucien Castin-Taylor et Verena Paravel, ont dit de ce film qu'il était un objet hybride, monstrueux. Et en tant que spectateur, on peut le percevoir comme un objet sur lequel viennent se briser les disciplines qui seraient aptes à en rendre compte, c'est-à-dire la filmologie, la musicologie, l'histoire de l'art et l'anthropologie, qui sont en fait toutes renvoyées dos à dos, mises en déroute par la singularité du film qui n'adhère, qui ne colle à aucune de ces disciplines. Alors, je vais dans cette communication tâcher de montrer que le bruit visuel et sonore que vous entendez, que vous voyez, alors ce qu'on appelle bruit visuel, c'est les parasites, les dégradations du signal vidéo. Je vais essayer de montrer que ce bruit en fait fait peser sur la représentation cinématographique sonore ou visuelle la menace d'un indéchiffrable qui fonctionne comme une sorte de stratégie de mise en crise des normes de perception et des discours anthropocentrés. Ce que je vais essayer de faire, c'est finalement tirer des perspectives théoriques sur le bruit à partir de ce cas particulier, à la fois en termes de connaissance du monde apportée par le film, de production de savoir, et donc également en termes politiques et idéologiques. Et pour faire ça, je vais m'appuyer
sur la philosophie de l'art, la théorie critique et notamment les théories de la contre-culture. Voilà pour la méthode. Donc, dans l'extrait que vous avez vu, et puis dans l'ensemble du film de manière générale, l'expérience du spectateur est déterminée par l'usage de prises de vue basse définition qui sont issues de caméras GoPro, qui sont, comme vous le savez, ces caméras portatives que les sportifs notamment utilisent pour garder trace de leurs exploits. Et ces caméras sont installées sur les mâts, dans les cales du chalutier, sur les filets du chalutier, ce qui fait que souvent, comme vous l'avez vu, les caméras s'immergent et ressortent de l'eau. Le film est aussi fondé sur les prises de son basse définition issues des caméras et sur des prises de son haute définition issues d'un magnétophone de haute qualité qui a été utilisé par ailleurs pour le film. Donc dans ce film, il n'y a pas d'opérateur à proprement parler, personne qui porte la caméra, personne qui ne dirige la prise de son. Et les images et les sons sont le résultat aléatoire, arbitraire, d'une décision qui a été prise dans un souci d'expérimentation visuelle et sonore, et qui permet au spectateur de faire l'expérience d'une désubjectivation au sens que Michel Foucault a donné à ce mot. C'est-à-dire l'annulation de ce qui constitue le spectateur comme sujet, l'annulation aussi de ce qui fait que le spectateur s'éprouve lui-même comme sujet, comme tout unifié. Et cette annulation se fait à travers la disparition progressive de toutes les prérogatives du sujet classique, c'est-à-dire la raison, l'universalité, le cogito cartésien, et la vision du monde anthropocentriste. Alors concrètement, ça signifie que Léviathan prive le spectateur d'un regard humain et va de cette façon à rebours du processus d'identification qui a lieu ou qui se joue dans la plupart des films narratifs ou documentaires. Et ce faisant, le film expulse le spectateur, vous expulse de la perspective anthropocentrée, logocentrée, qu'en général, en tant que spectateur, on ne peut pas quitter lorsqu'on fait l'expérience ordinaire du monde. En fait, le film vous propose une expérience de vision et d'écoute impossible. Voilà. Alors, le film et sa bande-son, pour résumer très grossièrement, construisent une perception qui adhérerait à celle du règne animal. On pourrait dire une perception à hauteur de mouette et de poisson, comme on l'a vu dans l'extrait. Et cette perception permet au spectateur de faire l'expérience d'un arrachement à son regard d'être humain. La basse définition des images et des sons qui sont sur la bande image et la bande son produit une sorte d'illisibilité relative qui est parfois intense comme ici, parfois plus faible. Et la plupart des plans du film se caractérisent par un degré élevé de bruit visuel et sonore. Par exemple, la bande-son est saturée de tous les bruits qui assaillent la caméra. Le vent, la mer, les cris des oiseaux, le clapotis des vagues, le son des poissons morts qui heurtent le pont dans certaines séquences, le moteur assourdissant et la mécanique du chalutier dans d'autres séquences, et parfois la parole des marins. Alors, un fait assez étonnant dans ce film, qui, pour ceux qui l'ont vu, vous vous en souviendrez, dans le générique, les noms des marins du film apparaissent mêlés aux noms des espèces de poissons sans distinction. Voilà. Tout apparaît ensemble, humains et poissons et oiseaux, espèces animales sont indistincts, comme s'il s'agissait d'abolir la frontière entre ces règnes. De la même façon, en fait, tous les sons qu'on entend dans Léviathan sont comme réunis sur le même plan, fondus dans une sorte de même continuum sonore. La bande-son est vraiment ininterrompue pendant le film, il n'y a pas vraiment de silence. Et de cette façon, ils sont tous réduits à l'état de bruit indifférencié et indéchiffrable. On pourrait dire en fait que le regard qui est mobilisé par le film est une sorte de regard appareillé par l'ouïe, et inversement, l'ouïe est un mode d'écoute appareillé par le regard, dans une sorte d'imbrication des modes de perception, des dispositifs de perception. Et l'effet de cette imbrication, c'est de proposer au spectateur un corps perceptif différent, ou impossible, ou nouveau. Ce bruit visuel et sonore, ce
Ce n'est pas dans ce film un manque, c'est vraiment un choix de la basse définition. Et ça permet, comme vous l'avez vu, de changer les plans documentaires du film en une sorte de matière plastique abstraite qui est proche du cinéma expérimental. Par exemple, pour ceux qui s'intéressent au cinéma expérimental, il y a un film de Bill Morrison qui est extrêmement proche, où la caméra est plongée dans l'eau, ressortie de l'eau, et ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit là. Le film n'a pas de titre, par ailleurs. Et sur la bande-son, tous les sons sont mixés, on pourrait dire même sculptés, selon des pratiques de sound design, dans le but, plus ou moins avoué par les deux réalisateurs, de faire de la bande-son une sorte de performance noise enregistrée ininterrompue. Alors, les deux personnes qui ont été en charge de la bande-son s'appellent Ernst Karel et Jacob Ribikoff. Ernst Karel est connu pour ses travaux de field recordings. C'est lui qui a supervisé le montage son du film et son sound design avec donc Ribikoff. Et en utilisant plusieurs sources, ils ont élaboré une sorte de matière sonore complexe qui sert à surdéterminer la réception du spectateur, qui n'est plus transformée en une lecture des images, c'est-à-dire il ne s'agit plus d'identifier ce qu'on voit à l'écran ou ce qu'on entend dans la bande-son. Il s'agit de faire une sorte d'expérience physique du son et de l'image. Donc, comme je le disais auparavant, le bruit, à la fois le bruit visuel et le bruit sonore, devient le facteur qui nous arrache à notre perception anthropocentrée et logocentrée et propose à la place la fiction d'une perception impersonnelle ou désubjectivée qui se jouerait à l'échelle du règne animal. À partir de la manière dont le film met au travail le bruit dans l'image et la bande-son, on pourrait tirer non pas une définition figée du bruit, mais répondre à la question suivante. Quand y a-t-il bruit ? Voilà, on suivrait de cette façon la démarche de Nelson Goodman dans Manière de faire des mondes, donc le philosophe américain, qui proposait de substituer à la question impossible « qu'est-ce que l'art ?», une question plus pragmatique qui serait « quand y a-t-il art ?» Et donc, si on essaie de répondre à cette question, on pourra dire qu'il y a bruit quand le signal vidéo ou sonore revient à un état chaotique, c'est-à-dire lorsque l'image lisible et le son identifiable, c'est-à-dire les signes visuels et sonores, se trouvent défigurés ou rendus illisibles par une quantité d'informations inorganisées ou par une quantité trop importante de parasites. Et à ce moment-là, la figure visuelle et sonore, enfin, ce que Georges Didier Huberman appelle la figura, c'est-à-dire la forme qui est à la fois mimétique et abstraite et qui est riche de ces deux potentialités-là, l'abstraction et la représentation. Il y a bruit quand la figure devient informe. Et réciproquement, on pourrait dire aussi qu'il y a bruit quand le chaos du réel s'organise ou est organisé en un signal et est restitué dans le médium du film comme un ensemble informe de phénomènes. Alors c'est le cas par exemple lorsqu'un field recording, par exemple la matière enregistrée par les micros utilisés dans le film, lorsque le field recording est organisé, taillé, sculpté, mixé en vue d'une expérience bruitiste qui n'est pas réductible à la simple écoute des bruits de la nature ou du monde. On pourrait dire donc, pour résumer, que le bruit se manifeste comme phénomène lorsque la figure est envahie par les parasites ou lorsqu'elle quitte son état de figure pour devenir informe. Le bruit, donc, ce ne serait pas un état figé du signal et du signe, de la figure et de la représentation, mais ce serait un état chaotique, un état informe ou parasitaire. Et de cette façon, ça désignerait bien plutôt le continuum ou l'espace qui fait passer la forme, la figure, par différents états de forme et d'informe. C'est donc en fait le continuum qui passerait du signe au signal, puis ensuite du chaos à l'informe, et inversement de l'informe au signal, puis au signe. On pourrait dire en fait que il y a une sorte de continuité de ce qui est informe, signal, signe, et puis forme stable. Voilà. Alors,
À partir de là, on pourrait comprendre le bruit tel qu'il se manifeste dans le film comme le signe déterminé lorsqu'il est rendu à l'infinité de ses possibles, ou alors, inversement, comme le signal lorsqu'il est riche de tous ces signes possibles, de toutes ces formes virtuellement contenues dans le signal. De cette façon, le bruit, c'est la façon dont je comprends ce film, ouvrirait une sorte d'espace pour le spectateur, un espace d'interprétation libre, dans lequel le rapport de lecture, de déchiffrement, de vision et d'audition serait rendu à une sorte d'indétermination et s'ouvrirait de façon radicale, offrirait une sorte de liberté totale au spectateur. Et ce rapport de liberté avec l'image et le son, on pourrait l'échelonner, disons, sur une échelle qui irait de la lecture transparente de l'image et du son, l'identification de ce qu'il y a sur la bande-son et la bande-image, à l'illisibilité radicale. D'où l'idée que le bruit fait peser sur les sons et les images la menace d'un indéchiffrable et menace de rendre le monde à son état de chaos. Notamment parce que le bruit, ça a été dit, je crois tout à l'heure, le bruit en linguistique, ça désigne tout ce qui altère ou transforme la transmission d'un message, qui fait obstacle à la transmission de l'information. Voilà. Et donc cet indéchiffrable, vous en faites l'expérience, nous en faisons l'expérience, lorsqu'on est dans la salle de cinéma, devant l'écran, immergé dans le son et l'image. Cet indéchiffrable, il engagerait le spectateur dans ce que Pierre Schaeffer a appelé une écoute acousmatique, c'est-à-dire une écoute qui désignerait le fait d'entendre sans voir la cause originaire du son. Là, c'est ce que je cite Schaeffer. Ou alors une écoute qui ferait entendre les sons sans donner la vision de leur cause. Et en même temps, cette écoute acousmatique est à l'origine d'une sorte de hiatus que vous avez pu remarquer entre la bande-son et la bande-image, comme si ce que vous voyez à l'écran n'était jamais totalement l'origine de ce que vous entendez, et comme s'il y avait une sorte de vide entre le son et l'image. En conséquence de cet indéchiffrable et de ce hiatus, on pourrait dire que les structures de la perception, l'appareil perceptif humain, ordinaire, se trouvent bouleversés. Et pour aller dans ce sens-là, je voudrais vous citer le passage d'un texte du cinéaste expérimental Stan Brakhage, donc qui a été célèbre dans les années 60 et 70, où il évoque ce bouleversement des perceptions qui serait provoqué par un œil qui n'aurait jamais été éduqué. Donc je vous lis le passage, le livre s'appelle en français Métaphore et vision. Il dit « Imaginons un œil non éduqué selon les lois de la perspective inventée par l'homme, un œil qui ne serait pas gouverné par la logique de la composition, un œil qui ne connaîtrait aucune chose selon son nom ordinaire, mais qui doit apprendre à connaître chaque objet qu'il rencontre au cours de sa vie, à travers une aventure de la perception. Combien y a-t-il de couleurs pour le nourrisson qui gambade dans une pelouse et qui ne possède pas la notion de vert? Combien d'arc-en-ciel la lumière peut-elle créer devant l'œil non éduqué? Quelle variation des ondes de chaleur cet œil peut-il capter? Il nous faudrait imaginer un monde peuplé d'objets incompréhensibles, chatoyant d'une infinie variété de mouvements et d'innombrables nuances de couleurs. Un monde d'avant la Genèse, d'avant le Logos, avant que ne s'écrive « Au commencement était le Verbe ». Donc le monde que perçoit l'œil innocent de Stan Brakhage, c'est un monde de bruit, c'est-à-dire un monde qui n'est pas encore structuré, hiérarchisé par le langage. Et comme tel, c'est un monde qui est une sorte de chaos informe, de mouvement, de lumière, de couleurs, qui ne renvoie à rien de ce que le langage peut désigner, c'est-à-dire un monde indéchiffrable et innommable. Alors je prends le temps de vous montrer quelques photogrammes issus de films de Brakhage. Attendez, voilà. Pour ceux qui voudraient voir. Alors, je rebascule. Vous voyez, donc ça, c'est tiré d'un film qui s'appelle Dog Starman. En fait, ce sont des couleurs obtenues en grattant la pellicule
La pellicule 16 mm, quand vous la grattez, ça fait apparaître des couleurs. Et donc, ce chaos informe de couleurs s'enchaîne de manière continue dans le défilement de la pellicule. Ça, c'est un autre film qui s'appelle Dante Quartet. Ça, je croyais que je l'avais en taille plus grande. Et voilà. Et ça, c'est à nouveau Doug Starman. Voilà. Alors, pour comprendre la nature de cet indéchiffrable, je voudrais me référer ici au texte L'Informe que Georges Bataille a écrit pour la revue Document. Et, c'est l'appel à la communication du colloque qui a attiré mon attention dessus, tout simplement. Ce texte nous éclaire en fait sur le pouvoir d'ébranlement de ce que Bataille appelle l'informe, et donc sur son pouvoir de transformation des perceptions et des discours. Et on pourrait tracer une sorte d'équivalence entre ce que Bataille appelle l'informe et le bruit. Alors Bataille écrit « Un dictionnaire commencerait à partir du moment où il ne donnerait plus le sens mais les besognes des mots. Ainsi informe n'est pas seulement un adjectif ayant tel sens, mais un terme servant à déclasser, exigeant généralement que chaque chose ait sa forme. Ce qu'il désigne n'a ses droits dans aucun sens et se fait écraser partout comme une araignée ou un ver de terre. Il faudrait en effet, pour que les hommes académiques soient contents, que l'univers prenne forme. La philosophie entière n'a pas d'autre but. Il s'agit de donner une redingote à ce qui est, une redingote mathématique. Par contre, affirmer que l'univers ne ressemble à rien et n'est qu'informe revient à dire que l'univers est quelque chose comme une araignée ou un crachat. Alors, le style elliptique de Bataille, ici, ne propose pas de définition positive de ce qu'est l'informe. L'informe, ce serait plutôt, très simplement, le principe négatif qui défait toute forme avant même que la forme n'apparaisse. Et comme le suggère la phrase « La philosophie entière n'a pas d'autre but, il s'agit de donner une redingote à ce qui est une redingote mathématique », Bataille affirme que la forme est quant à elle le principe qui sous-tend, comme une sorte d'horizon, les discours et les savoirs et les disciplines scientifiques chargées de déchiffrer et de structurer le monde à l'aide du langage et de la connaissance. Aller contre la forme, ce serait donc saper ces discours, ces savoirs et ces disciplines qui structurent de part en part notre perception du monde. Et donc, l'informe serait à comprendre comme le principe d'un renouvellement de la perception du monde, vous voyez, de façon inverse. Mais ce principe que décrit Bataille est dangereux, comme l'indique la teneur nihiliste de la phrase finale, affirmer que l'univers ne ressemble à rien et n'est qu'informe revient à dire que l'univers est quelque chose comme un araignée ou un crachat. Pour Bataille, il s'agit là en fait de destituer simplement l'univers de sa qualité de totalité, l'univers c'est le tout, de vider l'univers de sa signification métaphysique pour faire en fait que l'univers ne soit rien. L'étrangeté de la proposition de Bataille est que l'informe sape les structures de perception et de connaissance, mais ne propose en fait aucune autre structure à la place, et donc il y a dans la proposition de Bataille une sorte de geste de déconstruction extrêmement puissant dont la force tient à ce qu'il ne laisse derrière lui absolument rien, sinon un néant. Donc, à partir de ce texte, j'en viens, et je vais pouvoir conclure, à la valeur politique du bruit lorsqu'il produit de l'indéchiffrable et de l'informe, et le texte de Bataille a permis de révéler cette valeur politique. Le bruit, donc, dans le film, constitue une stratégie de mise en crise des normes de perception et des discours anthropocentrés. En entraînant le spectateur dans une désubjectivation radicale, en l'arrachant de force à sa perception ordinaire du monde, en le plongeant, en l'immergeant dans la bande image et la bande son, comme dans une sorte de chaos absolument illisible, Léviathan propose au spectateur de faire cette expérience de l'informe qui est décrite par Bataille. Et donc de déconstruire son rapport anthropocentré au monde. Alors, vous vous demanderez légitimement en quoi cette déconstruction d'un rapport anthropocentré peut bien consister. Et je répondrai qu'il s'agit, pour les deux auteurs du film, Lucien Castin-Taylor et Verena Paravel, de proposer au spectateur le regard et l'écoute du règne animal lui-même, à la manière en fait de ce champ disciplinaire un peu nouveau qui est apparu aux États-Unis et en Scandinavie, qu'on appelle les Critical Animal Studies. Et en fait, ce champ disciplinaire, ou plutôt ce paradigme disciplinaire,
consiste à réinterroger la partition entre l'humanité et l'animalité, et par conséquent à déconstruire la position de pouvoir qu'occupe l'humanité à l'intérieur de la nature, cette position de pouvoir qui, comme vous le savez, a été instaurée à la Renaissance par le rationalisme. Je me réfère là aussi, maintenant à Derrida, dans son livre posthume « L'animal que donc je suis », lorsqu'il dit que la question de l'animalité est à la fois une question métaphysique et politique, parce qu'elle engage une sorte d'hypothétique propre de l'homme qui a été construit par la métaphysique et la théologie occidentale depuis la Renaissance. Alors, je m'écarte un peu de la question du bruit, mais je vais y revenir à la fin. En fait, Derrida explique qu'à travers la question de l'animalité, il s'agirait de déconstruire cette position fondatrice, ou cette position originale, et avec elle de déconstruire une série de rapports de pouvoir qui en découlent et qui se manifestent pas seulement entre l'humanité et l'animalité, mais aussi au sein de l'humanité elle-même, entre ces différentes ethnies. Donc le rapport de l'humanité à l'animalité est fondé sur la violence. C'est un état de guerre, écrit Derrida, et cette violence entraîne ce qu'Adorno appelle une fascisation du sujet. Déconstruire les présupposés de ce rapport de violence, c'est donc désamorcer cet état de guerre qui a servi les individus, et par conséquent, c'est œuvrer à leur émancipation. Et donc, le bruit serait, en quelque sorte, là je cite Dick Hebdige, un chercheur qui a consacré un livre aux contre-cultures qui s'appelle Le sens du style. Le bruit serait une sorte de principe esthétique qui vient mettre en échec les pouvoirs hégémoniques, les positions de pouvoir, en créant ce qu'il appelle des interférences parasitaires. Il dit que la possibilité du bruit, c'est la possibilité de mettre en échec ces pouvoirs hégémoniques. Et Léviathan, finalement, ce sera la phrase de conclusion, propose d'accomplir ce processus au travers d'une sorte d'ethnographie animalière fondée sur le bruit et la confusion des sens et des perceptions du spectateur. Voilà, merci beaucoup. En réalité, donc vous proposez cette lecture qui serait donc à la fois celle des auteurs du film et peut-être celle de Derrida, l'idée donc de perception non anthropocentrée. Or, j'ai entendu dans votre que vous avez également parlé de logique de désubjectivation. Mais ça, moi, ça me renvoie à tout à fait autre chose. C'est-à-dire que l'annulation du concept d'esprit, quand la distance entre les êtres et les choses, et non pas les animaux, s'estompe, homme, machine, environnement, moi, ça me renverrait plutôt à la notion de cybernétique. Et la question en fait que je vous pose, c'est est-ce que vous défendez la position de Derrida ou des auteurs, ou est-ce que vous auriez, vous, une interprétation plus personnelle parce que, en même temps, j'ai du mal à concevoir, parce que je ne suis pas un animal, mais j'ai du mal à concevoir qu'un animal ne constitue pas le monde en forme. Je trouve que c'est très cartésien comme position, là, celle de Derrida. Oui, c'est vrai que vous me mettez en échec. Alors, comment je pourrais vous répondre ? Effectivement, si on prend le problème par l'extrémité à laquelle vous l'abordez, enfin par le bout par lequel vous l'abordez, on se rend compte tout de suite qu'on n'a absolument pas, en tant qu'être humain, la possibilité de faire la perception qu'un animal fait du monde. Je crois, disons, que le film propose une sorte de fiction qui passerait par l'idée qu'il est un documentaire, et cette fiction, c'est justement de débouter le regard humain et de faire comme si c'était le regard d'un animal. Vous voyez, je pense que c'est quelque chose comme ça, et que il faut, le film demande à son spectateur de construire
ce rapport-là, c'est-à-dire utiliser des images qui sont relativement incompréhensibles, illisibles, pour faire comme si elles étaient celles que perçoit un poisson ou un oiseau. Et si on accepte en quelque sorte de jouer le jeu, de faire comme si, on aurait, disons, une vague intuition de ce que ça pourrait être que de s'arracher à la perception, à notre perception d'être humain. Mais je crois que tout ça, en fait, finalement, utilise la perception, ce qui se voudrait une perception pure, pour obliger le spectateur à effectuer un travail conceptuel, en fait. Voilà. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou pas, d'ailleurs. Merci. D'abord, je voudrais dire que je sais qu'on est dans un colloque qui traite de l'objet son, mais là, l'image est très importante et on la voyait quasiment pas. Et c'est dommage parce que, voilà. Moi, j'avais vu ce film en festival, je sais plus quand, enfin, il y a quelques mois, je sais pas. Oui, c'est sorti il y a 1 an en France. Et j'ai réagi vivement là à ce que je viens d'entendre parce que pour moi, c'est une expérience extrêmement physique et absolument pas conceptuelle en fait. Je suis ressortie de là comme après une performance dans le bon sens du terme, quoi. J'avais le mal de terre, etc., quoi. Et je sais pas si je suis un animal, peut-être bien. Hein. Voilà. J'ai pas de questions, du coup, désolée. Oh, mais c'est pas grave. Ouais, bah, du coup, je poursuis peut-être votre moi, j'ai pas vu le film, mais ou la question aussi de Gérard à propos de cette. À vos souhaits. à propos de. Enfin, peut-être pour éclaircir votre façon enfin, de ce que vous pensez de cette histoire-là, de se mettre à la place de l'animal, etc. Et aussi sur l'idée de, genre de mettre en échec l'anthropocentrisme. Juste par rapport à ce truc-là, c'est peut-être que ça prétend se détacher d'un certain nombre de codes, mais c'est aussi énormément de codes qui reviennent par-dessus, et on peut se demander, mais c'est même une question générale par rapport à tout ce qui est fait vis-à-vis du bruit, quoi. C'est est-ce que se détacher de tous ces codes existants n'en rajoute pas encore un autre encore plus fort, quoi. Et est-ce que c'est... En fait, il y a aussi tout un truc sur la déconstruction, quoi. Est-ce que quand on fait une déconstruction, on enlève vraiment des trucs, ou plutôt on rajoute des trucs qui donnent le sentiment qu'on en enlève? C'est aussi ça d'un point de vue général. Mais du coup, je reviens sur... enfin, vous pourrez dire ce que vous pensez de ça, mais sinon, juste par rapport à cette histoire de l'idée que ça soit une fiction documentaire et qu'il peut y avoir dans cette espèce de décentrement quelque chose vis-à-vis de ce que pourraient percevoir les poissons. Moi, je le prends, je ne sais pas du coup si vous le pensez comme ça, moi je le prends comme vraiment dans l'idée de fiction, dans le sens qu'effectivement, on ne peut absolument pas savoir quels sont les modes de perception des animaux. Plus, de toute façon, on pourrait mettre 3000 tonnes de caméras sur un oiseau, sur un poisson ou sur je sais pas quoi, ça restera une caméra, il y a une technologie derrière, c'est fait par des gens, et puis on a toute cette culture aussi vis-à-vis de ça qui vient se rajouter. Oui. En fait, c'est parce que justement, enfin, je pense que quand vous dites que effectivement, le film prétend enlever des codes et peut-être que finalement il en ajoute. Alors là, j'aurais finalement envie de dire que le film se détache, disons, des codes ordinaires ou usuels du documentaire pour proposer son propre code particulier, singulier. Et c'est pour ça que je vous disais finalement que il me semblait quand même que la perception à un moment était dans ce film relayée à un moment par une forme de pensée conceptuelle. Puisque justement, s'il s'agit de faire comme si on quittait la perception humaine, comme on ne peut pas le faire effectivement en termes de perception, on est obligé de passer par le travail du concept. Oui. Une technique pour enregistrer ou pour filmer, c'est pas fait que pour imiter ce qu'on voit, c'est
c'est de tout temps pour aller voir des trucs qu'on ne voit pas avec nos yeux, par exemple. Oui, Donc, oui. ça, il n'y a pas plus humain que ça, et il n'y a pas plus subjectivant même que ça. C'est-à-dire quand on envoie un bazar sur la Lune pour voir ce qui s'y passe, ou Mhm. je sais pas où, c'est la même chose. Ou les caméras de surveillance qui servent en justice, c'est les seuls auxquels on croit. Donc là, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire ils fixent des caméras qui marchent toutes seules, Oui. et, Mhm. et du coup, on y croit. On y croit plus que si c'était un type qui était en train de nous imposer son regard. Ben oui, mais vous n'y croyez pas comme... finalement, la valeur de ces images, la fonction de ces images n'est pas de vous montrer ce que c'est que la vie sur un chalutier ou ce que c'est... Moi, personnellement, je vois plus ce que c'est la vie sur un chalutier avec ce film qu'avec un truc de FR3. Quoi. Oui, oui, d'une certaine façon. Je sais pas, peut-être qu'après, je crois que ce genre de film, on peut le prendre par n'importe lequel de ces aspects. Moi, il m'a vraiment semblé, quand j'avais vu le film, effectivement, comme l'a dit Madame, faire une sorte d'expérience physique dans la salle, à tel point qu'à un moment, on a un peu la nausée. Et qu'il y avait ouais, quelque chose d'une expérience qui était impossible à faire en tant qu'être humain dans le monde réel ordinaire, dans l'expérience qu'on partage vous et moi tous les jours dans la vie. Voilà. Après, je crois que je suis peut-être aussi après cette communication, je suis peut-être j'ai peut-être du mal à sortir de ma propre vision du film. Ouais, moi, ce que je veux dire, c'est que les thèmes qui sont dans l'exposé, moi, ils m'intéressent beaucoup, mais je les vois tous à l'envers, presque systématiquement. D'accord. C'est-à-dire, là où il y a soi-disant de la subjectivation, pour moi, c'est au contraire de la subjectivation. Mhm. Là où il y a du non-humain, au contraire, c'est où est-ce qu'il attache la caméra. Pour moi, ça nous en apprend plus sur lui que quoi, quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire, il la met pas n'importe où, il la met par exemple à la limite de l'eau et du ciel. Bon, ben ça, je sais pas, c'est presque esthétique déjà. Oui. Oui, Etc. je vois ce que vous voulez dire. Bah, c'est ce qui fait qu'à la fin, vous avez probablement un film qui relève aussi de l'œuvre d'art, quoi. Ouais, peut-être que simplement nos deux visions qui sont un peu diamétralement opposées peuvent se rejoindre justement parce qu'elles sont différentes l'une de l'autre. Bon, écoutez, je vous propose de poursuivre cette discussion pendant la courte pause que je vais vous accorder. Il y a une petite erreur dans le programme. Naturellement, ça se produit tout le temps, c'est normal. Donc à 16h30, à peu près, hein, nous allons donc sur le plateau cinéma, si vous suivez les flèches, ou vous suivez quelqu'un qui sait où c'est, la performance d'Hélène Singer, The Queen Mary is Dead, et puis la clôture, c'est pas 18h30 bien sûr, c'est une courte allocution que je vous proposerai, vraiment minimale. Et à 18h, là, c'est bien la bonne heure pour l'ultime performance et la fin donc du colloque, sauf pour ceux qui iront ce soir assister au concert de Caca Nul. Notre dame de la région, hier, elle n'avait pas vu celui-là. Elle avait vu Écoute la merde, mais pas Caca Nul. Là, on aurait été vraiment punis.